situation togolaise. Je ne sais pas si nous acheminons vers des élections législatives ou présidentielles. En tout cas, il y a un problème politique majeur qui se pose au Togo aujourd'hui. Et je pense que le travail qui se fait donc, au sein du collectif Second le Togo et qui est abondamment répercuté par les médias, notamment sur le web, je pense que ce travail-là, en tout cas, vous le connaissez. J'ai dit que je ne sais pas si nous irons aux élections législatives ou aux élections présidentielles. Je le dis parce qu'il n'y a pas longtemps, je pense que ce n'est pas que les Togolais ou que les Africains. La communauté internationale a été saisie d'une rumeur vraie ou fausse au moment où du monde est-ce qu'on disait que Fonya Simbe était en Israël. Et puis, quelques jours après, je ne sais pas si ce n'est pas une organisation, donc, je dirais, des stratèges, donc du RPT ou de l'UNIR, pour dire que bon, tout le monde sait qu'il faut passer enfin 3 fois dans le mois, un seul jour donc en Italie, donc pour se faire soigner et que peut-être en organisant la rumeur selon laquelle il serait mort, peut-être qu'il gagnerait en sympathie. Donc chez les Togolais, mais il dit quand même qu'il est de retour. C'est tout comme aussi, nous avons, il y a 48 heures, appris la mort donc, du général Tidjani, mais aujourd'hui donc nous avons eu la confirmation sur RFI et j'ai échangé avec sa femme tout à l'heure avant de venir ici, qui m'annonçait que selon les dernières volontés du défunt, vendredi, que le corps sera, comment dire, transféré donc, au Nigeria pour de toute façon pour son enterrement. J'ai posé en tout cas la problématique donc, de cette manière-là. Pourquoi? Parce que la lutte que nous faisons au sein du collectif Second le Togo, c'est pour avoir donc des élections propres. Quand on sait que dans les problèmes que Pascal Boudjouna a eu avec Faure et puis la bande de Youssef, Boudjouna a confié à ses avocats. D'ailleurs, même c'est au cours d'une marche donc, du CST que Jean-Pierre Fabre me disait que Boudjouna reconnaît aujourd'hui que c'est lui qui a manipulé les résultats, que Faure n'a pas gagné. J'ai dit non, il n'a pas dit ça. Il dit bon, ok, adresse-toi à ce sage avant, il va te le confirmer. Et j'ai fait le tour de tous ces avocats qui ont confirmé que Boudjouna l'a dit. Donc, nous ne voudrions plus aller aujourd'hui aux élections pour aller consacrer la compte-vérité des jeunes. Pour que non celui-là ou ceux-là que le peuple souverain n'aura pas choisi, que ce sont ceux-là que les institutions de la Cour suprême, donc au niveau de Guinée-Conakry, proclament non comme des vainqueurs. C'est pour cela que le combat que nous faisons au niveau du collectif Second le Togo, il faut assainir d'abord le cadre politique, social et économique avant d'aller aux élections. Et c'est ainsi que nous avons rédigé une plateforme que nous avons envoyée depuis le 4 juin 2012 à Fonya Simbe. En fait, la rédaction de cette plateforme était dictée par le fait qu'il y a une décomposition, non, il y a un découpage électoral qui a été fait, qui ne prend pas en compte, si vous voulez, les recommandations de la mission de l'Union européenne, ni donc le recensement du nom qui a été fait au cours de l'année. Donc nous avons demandé, les partis membres du CST ont demandé, en tout cas 110 députés, de pouvoir dans un premier temps à voter une loi en disant donc qu'il accordait 91 députés. Nous avions surtout insisté sur la commune de Lomé et également donc sans banlieue immédiate par rapport de moins aux préfectures ou aux circonscriptions électorales qui sont dans la Soli ou autres et qui de toute façon n'avaient pas beaucoup d'électeurs, mais qui également de toute façon avaient des députés, c'est-à-dire que par exemple pour la Soli, là où on trouve un député pour 10 000 électeurs, vous verrez au niveau de la commune de Lomé ou au niveau de la préfecture de Gaulle, un député pour 400 000. Donc on a voulu, et ça aussi, l'Union européenne, la mission d'observation de l'Union européenne a insisté sur ces redressements. Et puis, on a tenté, au travers du CPDC rénové, ou au travers du dialogue direct entre partis parlementaires, de régler ce problème. Tout ça, ça a été soldé du monde, pas un échec. Mais suite à la pression populaire et celle de la communauté internationale, il faudra accepter d'organiser un dialogue.
Et ce dialogue qui a été organisé donc, au mois de septembre, et bien donc a rassemblé, donc unir, a rassemblé l'UFC, a rassemblé la CPP, Alliance, bref, nous avons dit que c'est les partisans du pouvoir qui se sont retrouvés. Et ils ont décidé là-bas que le nombre de sièges, donc pour la prochaine législature, sera donc de 83. Donc, pour l'heure, au moment où je vous parle, nous voulons aller aux élections législatives où le pouvoir veut que nous allions aux élections législatives, mais le pouvoir est incapable de nous dire aujourd'hui, à nous, c'est les acteurs politiques, ou à la communauté internationale, quel est le nombre de députés que vous avez retenu en définitive au niveau de la nouvelle législature. On ne sait pas. Donc, ce problème reste entier. En temps, l'élément, vous disiez tout à l'heure, l'élément générateur de contestation que nous avons démarré le 12 juin, donc 2010 dans le même, c'est le code électoral et le découpage. Entre-temps, on a décidé de mettre en place la CENI. Et Mme Angela Guiga, qui a servi donc dans le gouvernement que j'ai dirigé avant de venir en exil chez vous ici, qui est encore membre du comité central donc, du EPT, est président de cette CENI. Mme Guiga, Angèle, ancien ministre, membre du comité central du EPT. Il n'y a pas encore un autre congrès où Mme Guiga a remis son mandat. Elle est membre du comité central. Elle est présidente de cette CENI. J'écris sur l'UPIO, l'UFC, qui a donné, ou à qui 7 portefeuilles ont été donnés, qui a signé un contrat de gouvernement avec le pouvoir le 20 ou le 26 mai 2010, 26 mai. Très bien, le 26 mai 2010, il dit, il est au pouvoir et gouverne. Mais sur le quota de nombre de représentants de la CENI réservé donc à l'opposition, Jékis revient que non, il a le statut d'opposant et il en prend 3. Donc il faut savoir aussi, on ne peut pas être et ne pas être en même temps. Tous ces problèmes-là sont là. Des gens comme Boutu, cite, idée, Boutu. Boutu Extase. Ok, idée, c'est le nom de sa formation politique. Parti extra-parlementaire, oui, ils ont été reconduits. Ils ont été reconduits, mais je signale que j'ai rencontré à Boutu, donc à la CVJR, qui m'ont présenté, donc, en tout cas avant les élections de 2010, qui m'ont présenté des excuses que, il reconnaît avoir pris la place d'Obu, du moins dans la CENI. J'ai dit non. En fait, tu n'es pas attribué cette place. C'est ceux qui gouvernent qui tombent dans la place. Donc, tu n'as pas des excuses dans le président. Présenter des excuses à ton propre Dieu. Parce que tu aurais pu refuser. Donc, les apôtres sont reconduits. Bref, aujourd'hui, nous contestons la composition de cette CENI. Il faut reprendre. Mais en tout cas, s'il y a un élément positif que nous avons eu avant que je vienne ici, c'est que le gouvernement allemand a envoyé une très haute personnalité. Il a été député, il a visité les prisons. En tout cas, c'est un défenseur des droits de l'homme qui dit il faut donc faire le dialogue d'abord avant d'aller aux élections. Jékis Olympio est fort, ne veut pas le dialogue. Ils veulent aller directement aux élections. Nous disons non. Les élections de 2005, nous savons du monde le drame que ça produit, la tragédie de cette élection de Monseigneur a été démontrée pour les Togolais. Il a fallu donc le dialogue politique national qui a couché donc les instruments donc, de l'accord politique global pour que Fort retrouve une légitimité internationale. Depuis 2006, on sait les réformes que nous devons réaliser pour que le Togo donc, prenne le chemin vertueux de la démocratie et du respect des droits humains. Mais depuis 2006, on n'a pas fait ces réformes. Il y a eu les élections législatives de 2007. La mission d'observation de l'Union européenne a dressé un catalogue de réformes à faire. Ces réformes n'ont pas été réalisées. En 2010, après les élections de 2010, la mission d'observation de l'Union européenne a fait encore d'autres recommandations. Ces recommandations n'ont pas encore eu une réponse favorable de la part donc, du gouvernement. Et on nous demande maintenant, oubliez tout cela. On va aller encore aux élections. Quand nous serons de retour, et bien on fera le dialogue. On fera donc les réformes. Bref, je ne veux pas être pessimiste ou dire qu'on a le sentiment que l'Afrique
tout cas si je prends ces deux pays, en tenant compte de ce que vous venez de dire, il y a des similitudes énormes donc, entre ce que vous avez raconté sur la Guinée-Conakry et ce qui donc se passe chez nous. Je dis, je ne veux pas dire que ces pays-là, où certains des pays africains sont frappés par une malédiction. Moi, tout ce que je peux vous dire, en tenant compte de tout ce que nous avons comme message, je suis persuadé que la détermination du peuple togolais fera que, dans les semaines à venir, nous allons prendre progressivement le chemin de la démocratie. Je ne fais aucune illusion que demain, le Togo sera carré, la démocratie va fonctionner en merveille, les droits de l'homme seront respectés. Je ne me fais pas d'illusion. C'est une construction progressive. Et c'est ce que nous disons à nos partenaires, que c'est le statu quo que nous refusons. Depuis donc la mort des jusqu'à ce jour, je ne sais pas dans quel domaine nous pouvons dire que nous avons fait des progrès. Je ne prétends pas que demain, les élections seront transparentes à 100%. Mais prenons le chemin de la démocratie. Prenons le chemin d'une répartition de toute façon, je dirais, équilibrée des ressources du pays. Prenons le chemin et l'engagement de dire que nous mettons fin du moins à l'impunité. Je crois que, bon, s'il y a une leçon du moins à tirer de tout ce mouvement, que grâce à vous, je dis grâce à vous, parce qu'il y a certains parmi vous qui envoient des idées, qui rédigent de nous des choses, qui nous envoient, qui envoient aussi de tout de l'argent pour soutenir la contestation. Je dis grâce à vous, je dis bien que grâce à tout cela, Ford devait organiser les élections législatives, normalement au mois d'octobre, selon la Constitution, au mois d'octobre 2012. Il n'a pas pu, grâce au travail du CECI. Mais maintenant, vous avez évoqué tout à l'heure donc que ce qui se passe donc en Afrique, où ces élections-là seront un test de la bonne foi de la communauté internationale. Oui, cette communauté internationale qui valide, oui, pas des déclarations qu'on envoie. L'UE reconnaît, la France reconnaît. Bon, la France, elle est derrière la CEDEAO, nous dirons ce que la CEDEAO dit. Tout cela, nous disons, si vous reconnaissez, et que celui qui investit a des comportements dictatoriaux, je crois quand même qu'il est aussi moral, parce que l'éthique doit être au cœur de l'action politique. Que cette puissance internationale, cette communauté internationale, interpelle celui qui gère du moins le pouvoir et qui de toute façon viole les droits de l'homme, détourne l'argent public et s'écarte de toute façon des principes démocratiques que tout le monde veut, parce qu'aujourd'hui le monde est devenu un village planétaire. Ce qui se passe chez vous, donc à l'instant même, pour moi, les gens sont à l'étranger et savent. Donc il n'y a plus rien du monde à cacher aujourd'hui. Cette communauté internationale devrait réagir. Alors, je dis que nous sommes au Togo aujourd'hui dans le cadre d'une violation de la Constitution. J'ai été député, j'ai été président de l'Assemblée nationale, j'ai parcouru plusieurs enceintes parlementaires. Je dis bien que nous sommes dans un cas de violation donc, de la Constitution. Mais il y a un endroit où la violation de la Constitution fait mal, c'est au niveau de l'Assemblée nationale. Parce qu'en fait, l'Assemblée nationale est considérée comme le temple de la démocratie. C'est à cet endroit-là que se fabriquent toutes les lois, en tout cas qui régissent le fonctionnement d'un pays. Dès lors que les députés n'ont pas pu, en tout cas, se présenter, ou le pouvoir n'a pas pu organiser l'élection des députés avant la fin, donc, de la fin légale de la législature, il appartient à Ford de convoquer donc les forces politiques et la société civile pour bâtir un nouveau contrat social pour une durée déterminée. Parce qu'il y a une disposition de la Constitution qui dit que les députés ou les sénateurs restent en fonction jusqu'à restent en fonction jusqu'à l'arrivée de leur successeur. Mais cela suppose qu'il faut organiser les élections. À supposer que, comme cela se passe dans la Guinée qu'on a pris aujourd'hui, 1 an, 2 ans, 3 ans, nous n'organisons pas les élections législatives dont les députés, eux, seront là. Le mandat que le peuple a donné à ces députés, c'est 5 ans. Ce n'est pas 5 ans moins quelques jours, ou du moins 5 ans plus quelques semaines. Donc en fait, si ces députés doivent continuer, pas légiférer, surtout pour ce mois de décembre, lever l'impôt, il est fondamental qu'il y ait un accord politique. Et d'ailleurs, dans ce domaine-là, précis, il y a une jurisprudence. Lorsque, pendant la transition, Kofigo et Oduro n'avaient pas fini leur feuille de route, parce qu'en fait, quelle était la mission fondamentale de la transition?
c'est de doter le pays d'une nouvelle constitution. Ils avaient demandé quelques mois. Mais il ne faut pas oublier aussi que dans l'acte de la conférence nationale, il a été dit que en aucun cas, la transition ne serait dépassée une année. Et au-delà d'un an, quand Kofigo et Kodjo avaient formulé la demande donc que les hauts conseils de la République prolongent de 6 mois donc la législature pour permettre donc au gouvernement d'organiser les élections et le référendum constitutionnel, le RPT s'est opposé. Et on a formé un gouvernement donc mixte paritaire qui a organisé le référendum qui a donné naissance aux institutions de la 4e République. On ne peut pas accepter. Hier, on dit que le délai fixé est terminé. Si vous voulez continuer, il faut qu'on partage le pouvoir. Et donc, nous, ce que nous demandons aujourd'hui, nous disons que on ne commande pas le dialogue. Il faut assumer. L'Assemblée est en fin de législature. Et donc, si le gouvernement, qui en principe, si nous étions dans une démocratie, devait donner sa démission, reste encore en poste, il faudrait que ce gouvernement ait au moins l'éthique au cœur de son action politique, en demandant donc aux autres acteurs de venir, qu'on s'asseye, qu'on discute. Si c'est au bout de 6 mois ou d'1 an qu'on organise les élections législatives, pour donner à l'Assemblée nationale une nouvelle légitimité, qu'on définisse. Parce que si nous ne le faisons pas, nous serons dans le cas de la Guinée-Conakry, où au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, la même Assemblée sera là, mais nous ne ferons pas d'élections non législatives. Donc voilà une première raison pour laquelle le dialogue s'imposait nécessairement comme un instrument pour rassembler, pour de toute façon décider ensemble et surtout encadrer cette législature. C'est 6 mois encore, c'est 3 mois, on ne sait pas. Mais il faut qu'on s'asseye, que les acteurs politiques s'asseyent pour dire que non, c'est 6 mois ou c'est 1 an, qu'on s'entende là-dessus. Deuxième raison, tout ce qu'il y a eu comme déficit de gouvernance dans le pays, moi j'ai l'habitude de dire que même dans une famille, quand il y a des dissensions, on se retrouve, on dialogue. Même avec votre épouse ou votre époux, si de toute façon le courant ne passe pas, on discute. Tout le monde sait qu'il y a trop de problèmes dans le pays. Donc, moi je pense aujourd'hui, objectivement, que le dialogue, il faut avoir une attitude décomplexée par rapport au dialogue. C'est notre droit qu'on y aille et que de tout qu'on fasse les réformes. Si nous faisons les réformes, nous, de notre point de vue, vous mettez en place un gouvernement. Et ce gouvernement doit rester en place. Donc jusqu'en 2015. Le gouvernement donc, doit faire, on met une assemblée constituante en place parce que la constitution de la 4e République, oui, qu'on a pas trouvé bon, de plusieurs façons, qu'on a dénaturé et a perdu son équilibre. Il faut que les constitutionnalistes, il faut que les acteurs politiques s'asseyent et rédigent, donc sur la base de ce que vous avez fait en 1992, une nouvelle constitution que le nouveau gouvernement soumettra devant un référendum constitutionnel pour demander l'avis du peuple togolais là-dessus. Donc les réformes également, ce gouvernement sera chargé donc, de mettre les réformes en place pour de toute façon, en tout cas, rebâtir le pays sur des fondamentaux qui devraient nous conduire de toute façon à avoir une société apaisée et puis juste et démocratique. Mais au-delà de tous ces grands principes, dont je dirais démocratiques que nous agitons, la conviction que nous avons dans notre formation politique, c'est que d'ici la fin de l'année, que Ford l'accepte et qu'il n'accepte pas, les choses vont évoluer malgré, du moins ça va. Voilà ce que j'avais à dire et je serai disposé à apporter des réponses à tous les questionnements que vous serez amenés de toute façon à soulever.